Bonsoir. L'Ordre national des médecins du Cameroun est-il un grand corps malade? La réponse par l'affirmative ne serait pas exagérée au regard des dernières actualités autour de ce regroupement de médecins. L'Assemblée générale élective de l'Ordre des médecins vient d'être reportée une énième fois, ou une deuxième fois, ou une fois de plus, on va y arriver, à une date ultérieure. Les hommes en blouse blanche ont sorti crocs et griffes pour décrier des atteintes au processus électoral. Le président de la République, dans une correspondance, a sifflé un arrêt de Dieu. Il faut surseoir à l'élection en attendant que toutes les conditions permettant de garantir une organisation transparente et sereine soient réunies. Doit-on y voir une violation des textes par la tutelle, dont le ministère de la Santé publique? Celle-ci est accusée d'ingérence et même d'avoir un parti pris. En tant que tutelle, ne doit-elle pas avoir un regard critique sur cette Assemblée générale, surtout que les médecins semblent avoir du mal à s'accorder pour organiser des élections transparentes et justes? Que prévoient les textes en situation de crise? À qui profitent ces différents reports? Est-ce vraiment l'intérêt de la santé qui est défendu ici? On en parle ce soir. Notre hôte est un des 7 candidats. Lui qui fait cavalier solitaire nous présentera la situation sous son prisme et ce qu'il propose comme piste de solution. Médecin, en leader syndical des médecins du Cameroun, ancien leader syndical, il a lutté pour la revalorisation salariale de ces derniers. Une revendication qui lui aura valu, selon certains, une affectation dite disciplinaire. Neurologue, enseignant à l'université de Bamenda, l'ancien président du syndicat des médecins du Cameroun, SIMEC, est notre invité. Le docteur Pierre-Yves Basson est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur d'être là ce soir. Merci. Alors, c'est nous qui vous remercions. On va y aller directement, sans mettre de gants peut-être. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'Ordre national des médecins pour provoquer autant de remous et donc de bruit et d'intérêt? L'Ordre national des médecins, c'est un socle, peut-être pas considéré à juste valeur ou à juste titre, du projet de l'émergence de notre nation. Parce qu'en fait, les hommes en blouse blanche, comme vous avez appelé, ils ne sont pas seuls bien sûr, il y a d'autres corps de métiers de la santé qui nous accompagnent, mais en fait, c'est nous qui assurons le capital humain, qui est la fondation et le fondement de tout développement. Donc nous pensons aujourd'hui qu'on puisse accorder autant d'intérêt à ce corps de métier, à cette organisation, c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons qu'il y a incompréhension des uns et des autres, et probablement pendant cet entretien, nous aurons le temps d'aller dans les détails et élucider à peu près voilà, ce qui se passe. Est-ce que nous nous trompons lorsqu'on pense que finalement, il y a un intérêt autre que la santé dans toutes ces batailles? Est-ce que nous nous trompons de penser comme cela? En réalité, sur le plan personnel, nous pensons que le seul intérêt, c'est l'intérêt du corps des médecins et l'intérêt de la santé du peuple camerounais. Connaissant également la majorité des candidats, nous pensons que ce sont des hommes intègres et qu'il c'est, comme nous, le seul intérêt qui soit celui de la santé, donc la bonne santé du peuple camerounais et les bonnes conditions de travail des médecins. Maintenant, on ne peut pas aller au-delà de ce que d'autres pourraient avoir comme intérêt, mais a priori pour nous, le seul intérêt, c'est une meilleure organisation de notre profession. On aura le temps peut-être de parler de la santé des Camerounais, parce que vous savez qu'on se plaint aussi beaucoup de ce corps-là. Tout à fait, nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Un peu les négligences et même la formation qui serait revue peut-être au rabais. On aura le temps d'en parler. Alors, parlant, le mandat de l'ancien président est forclos depuis mars 2022. J'aimerais quand même que vous fassiez un récapitulatif pour nous des différentes étapes et surtout des causes ayant provoqué ces multiples reports. Voilà, vous allez souffrir qu'on prenne un peu de temps pour bien expliquer. Parce que nous pensons qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent très bien. Okay.
L'Ordre national des médecins existe depuis 1957. Et nous avons eu tour à tour 3 présidents. Donc, il y a le feu professeur Essomba, il y a le feu docteur Mouna, tous de regrettée mémoire, et nous avons le président sortant, notre père, notre aîné, le docteur Guy Sandjong. Il se trouve qu'avec la liberté, la libéralisation des droits, au début des années 90, le président de la République va sortir une loi, la loi 90/036 du 10 août 1990, qui portait organisation de la profession de médecin au Cameroun. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les médecins qui vont en bénéficier, vous avez l'ordre des pharmaciens, le barreau des avocats, parce que toutes les corporations vont bénéficier de lois qui sont presque similaires. Le but, en réalité, c'était d'encadrer l'exercice de la profession médicale. Les médecins, comme beaucoup de corps, nous avons ce qu'on appelle le code de déontologie et d'éthique. Celui-ci existait déjà depuis 1983 et il avait été promulgué par le président de la République. Et donc, dans les tests, le président de la République va donner cette fois-ci droit aux médecins eux-mêmes d'adopter leur code de déontologie et leur règlement intérieur. Et 2 ans plus tard, le 12 juillet 1992, nous aurons le décret d'application, qui est le décret 92/265 PM du 12 juillet 1992. Donc c'est un décret du Premier ministre qui porte, fixant les modalités d'application de la loi 90/036 du 10 août 1990. Et selon cette loi, lorsque nous aurons adopté nos tests, ça veut dire le règlement intérieur et le code de déontologie qui contient le code électoral, qui était absent du code de déontologie de 1983, une fois que nous adoptons ces tests, il faudrait que ces tests soient rendus exécutoires par un arrêté de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique. De la Santé, oui. Nos confrères, les pharmaciens, l'Ordre national des pharmaciens, en 1994, ça veut dire que 2 ans plus tard, donc il y a de cela 29 ans, ils vont passer à l'acte, ils vont adopter les tests. Du côté des médecins, nous avons choisi, on ne peut pas connaître les raisons, mais de fonctionner de cette façon, comme ça existe avant. Ça veut dire qu'en réalité, les aînés ont trouvé qu'avant eux, il y avait une façon de fonctionner. Parce qu'il n'est pas question d'accuser qui que ce soit. Ils ont trouvé une certaine façon de fonctionner. C'est-à-dire les aînés s'étaient entendus sur une façon voilà, de lire les dirigeants de l'ordre et ils ont continué comme ça. Personne ne se plaignait, donc du coup on peut se dire a priori il n'y avait aucun problème. Et donc les jeunes grandissant et nous approchant des aînés, nous nous sommes rendus compte que d'autres avaient des tests et que nous ne les avions pas. C'est ainsi que, en début d'année 2022, certains confrères dont nous faisons partie vont écrire une lettre ouverte aux médecins pour signaler que voilà une situation. Depuis bientôt 32 ans, nous n'avons pas de tests, notamment le règlement intérieur, et nous n'avons pas de code électoral qui est censé être contenu dans le code de déontologie. Et nous allons très humblement solliciter le Conseil en leur faisant des propositions de sortie. 3 options. La première était de se dire, voilà, chers confrères, nous sommes désolés, on n'a pas fait ce qu'il fallait être fait, et voilà, venons ensemble, voyons ce que nous pouvons faire pour avoir nos tests. La deuxième option, c'était de se dire, vraiment comme dans un pays démocratique, ce que nous avons fait n'était pas bien, on se retire, prenez le relais et faites ce qui doit être fait. Et la dernière option, c'était de se dire, on s'en fout, on va continuer comme on faisait avant. Et malheureusement, c'était à 2-3 mois de l'expiration du mandat du bureau sortant. Donc, nous ne savons pas pourquoi, mais ce qui va se passer, c'est que notre illustre président va donc solliciter le ministère de la Santé publique selon les textes, parce que normalement, pour qu'une assemblée générale puisse se tenir, il faudrait l'accompagnement du ministère de la Santé publique, notamment sa présence. Donc, il va solliciter le ministère de la Santé publique pour organiser les élections le 22 mars 2022. Le ministère de la Santé publique, étant au courant qu'il y avait une querelle au sujet des tests, va donc gentiment proposer, au lieu d'organiser une assemblée générale élective, de procéder plutôt à une assemblée générale extraordinaire afin d'adopter les tests. Oui. Et parallèlement, il va proposer qu'on puisse lui fournir non seulement le tableau de l'Ordre national des médecins, ça veut dire que la liste des médecins qui sont inscrits au tableau de l'Ordre, voilà, oui. Et également la liste des médecins qui sont à jour dans leur cotisation. Et sachant
parce que nous n'étions pas les seuls à écrire, même certains membres du conseil ont écrit. Et sachant qu'il y avait déjà des discordances au sein du conseil, il va demander que ces listes soient co-signées par tous les membres. Par tous les membres. Et c'est ainsi que finalement on va se retrouver je pense que ça devait être le 19 avril. Le 19 avril, voilà. On va faire la première assemblée générale, malheureusement qui n'aura pas lieu parce qu'on n'aura pas atteint le quorum. Et puis on va revenir le 13 mai et nous allons adopter les tests. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on est arrivé à voir nos tests. Et le 21 juin 2022, le ministère de la Santé publique va donc prendre un arrêté qui va rendre donc exécutoire nos premiers textes. Ça veut dire que le règlement intérieur et puis le code de déontologie qui contient donc notre tout premier code électoral. Nous allons attendre la liste demandée par le ministère de la Santé publique jusqu'au mois carrément de novembre, où celle-ci finalement va être rendue publique par notre maître qui est la vice-présidente, c'est-à-dire le professeur Achutantan, Gloriane. Et donc ces deux listes vont être rendues publiques. La liste contenant tous les médecins inscrits au tableau de l'ordre. On va se rendre compte qu'il y a des redondances, il y a des doublons, il y a des personnes qui sont décédées. Voilà, donc c'était pas totalement pur. Mais dans tous les cas, ça fait à peu près 12 000 médecins. 12 000 médecins, oui. Et cette ligne n'est pas co-signée par les membres du conseil. Ce qui montre qu'a priori, il y a mésentente. Ouais. De même, la liste des médecins à jour, qui finalement va s'avérer autour de 3600, n'est pas co-signée. Mais ce qui montre toujours qu'il y a mésentente. Mais malgré ça, nous irons quand même le 29 décembre aux élections. Et l'enregistrement et beaucoup d'autres problèmes de gestion des élections vont aboutir donc à une confusion totale qui va pousser au report des élections. Et à partir de là, le ministère de la Santé publique va procéder d'une certaine façon d'enrôlement des médecins qui va créer une confusion totale. Finalement, on va passer de 3600 à 1600 à la fin. Et certains confrères vont carrément claquer la porte. D'autres iront au tribunal. Et puis, on sera obligé, avec l'intervention de la présidence de la République, finalement, pour reporter la deuxième date qui était prévue pour le 18 janvier. Donc, quelques jours. Voilà, donc en résumé, nous ne savons pas si on a essayé de faire l'économie de ce qui s'était passé. Alors, de ce que vous avez dit, quelque chose m'interpelle quand même. Sachant que vos textes sont adoptés, ou j'ai envie de dire validés en juin 2022, si je ne me trompe pas, par le ministre de la Santé. Oui. Comment est-ce que le président sortant fait pour savoir que son mandat est échu alors qu'il n'y a pas de règles établies disant j'entre aujourd'hui, je sors demain? Non, il y avait des règles. C'est pour ça que nous avons parlé de la loi 90/036 du 10 août 1992. Donc, cette loi fixait la durée d'un mandat. Et le président est 3 ans. Parce qu'il a fait 12 ans quand même. Oui, mais il a été élu plusieurs fois. Ça veut dire que les dernières élections dataient de 2019. Donc renouvelable une fois? 3 ans renouvelable? Il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que la loi ne prévoyait pas de limite. Donc il avait la liberté de se représenter autant de fois qu'il voulait. Alors maintenant, en regardant aussi, en écoutant aussi tout ce que vous avez dit, j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement vous êtes des médecins voyous? Parce que ça fait beaucoup de désordre quand même chez vous. Non, pas du tout. Bien au contraire, nous sommes des médecins pacifiques. Nous sommes pas, c'est pas du voyoutisme. Nous pensons que au début, voyez-vous, lorsqu'on crée l'ordre national des médecins, il n'y a que très peu de médecins. Donc, on peut se dire qu'il y a assez de place pour tout le monde. Et il y a assez du travail, même maintenant il reste beaucoup à faire. Mais nous pensons qu'en ce temps, les médecins c'est quelque chose déjà de nouveau, dont les médecins sont plus préoccupés, s'occuper des populations, de leurs patients. On n'avait pas de syndicats, parce qu'en réalité, c'est une évolution progressive. On peut parler du voyoutisme, ça veut dire qu'une nation se construit progressivement. On aura des associations qui vont naître, par exemple le Maître Kamer, qui défend juste les intérêts, propose des politiques, voilà. Vous existez quand même depuis 1957, oui, tout avant à fait. L'indépendance, carrément. Tout à fait, mais les médecins sont assez occupés, donc pour nous, nous ne pensons pas du voyoutisme. Encore que lorsqu'on voit les réalisations de ces anciens bureaux, ils ont fait de très grandes choses. Nous avons aussi aujourd'hui que beaucoup d'autres nations de médecins nous envient, donc nous ne pensons pas que c'est juste du voyoutisme. Bien au contraire, ce fut une entente cordiale entre des confrères, mais sauf qu'à un certain moment, à partir du moment où on commence à se plaindre, il faut essayer de réorganiser les choses. Bon, on va dire que vous êtes un peu désordonné alors. Vous êtes en train de vous remettre en ordre. Nous n'accepterons pas de dire qu'on est désordonné. Nous sommes en ordre. C'est juste que voilà, dans une famille, il faudrait bien que de temps en temps, il y ait des discordances. Il y a des petites disputes. Ok, on parle un peu des candidatures. À présent, vous êtes 7 au total. Parmi celles-ci,
il y a comme une présomption de préférence ou une accointance placée sur un candidat, justement la proximité avec la tutelle. Est-ce que cette accusation est fondée? Si oui, sur quoi? Madame, vous savez, nous ne sommes pas confortables en parlant des confrères qui ne sont pas là. Dans tous les cas, nous avons suivi des rumeurs, comme vous. Nous avons suivi des rumeurs comme vous. Et ayant participé aux différentes concertations, nous avons eu l'impression, nous l'avons dit lors d'une interview, la dernière réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, je pense que ça devait être le 12 janvier. Nous avons eu l'impression que le ministère de la Santé publique, nous refusons toujours d'accuser les individus. Nous avons eu l'impression que le ministère de la Santé publique n'avait pas voulu laisser le processus se dérouler librement. D'accord. Nous l'avons dit parce que nous ne comprenons pas pourquoi avoir amputé la liste des médecins devant participer. Nous, dès le début, nous avons toujours proposé qu'on laisse tous les médecins participer. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Lorsqu'on adopte un code électoral pour la toute première fois, beaucoup de choses, ça entraîne beaucoup de conséquences sur les conseils passés, ainsi que sur les cotisations, beaucoup d'autres choses. Donc pour nous, dès le début, nous avons toujours pensé qu'il fallait laisser tout le monde participer. Le fait que le ministère ne l'ait pas voulu, pour nous, nous pensons que c'était déjà une certaine façon de montrer qu'il ne voulait pas que le processus se déroule de façon assez transparente. Pour nous, c'est notre opinion. Maintenant, est-ce que c'était calculé en faveur de quelqu'un? Nous entendons beaucoup de choses se dire, des déclarations, mais nous ne voulons pas ici dire que directement c'était en faveur de tel ou tel candidat. Et entre guillemets, peut-être il faudrait que vous le sachiez, parce que c'est des choses que nous avons avalées pendant longtemps. Nous avons été approchés par plusieurs autorités du ministère de la Santé publique, nous demandant de nous retirer de la présidence en faveur de 2 candidats. Nous ne citons pas les noms. Donc finalement, donc ça veut dire que de notre posture, nous avons la certitude qu'il y a au moins 2 candidats qui ont des entrées au ministère de la Santé publique. Nous n'en dirons pas plus. Mais ça, nous disons, c'est-à-dire que personnellement, nous avons été approchés par des responsables du ministère de la Santé publique et qui nous ont proposé de nous retirer. Et une autorité, c'était en faveur d'un candidat, et une autre autorité, c'était en faveur d'un autre candidat. Donc, au moins, nous pouvons dire qu'il y a au moins 2 confrères qui ont des entrées au ministère de la Santé publique. Lesquels, par respect pour tout le monde, nous préférons garder cela pour nous. Alors, puisqu'on parle de la tutelle, que reprochez-vous exactement à votre tutelle concernant cette élection? Vous avez dit, parler déjà des listes. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la tutelle? Est-ce qu'elle ne doit pas avoir un droit de regard? Est-ce qu'elle ne doit pas? Ou alors est-ce qu'elle s'est complètement ingérée dans votre élection? Sinon, qu'est-ce qui fait problème? Vous savez, ce serait mieux qu'on comprenne nos paroles comme quelqu'un qui maîtrise ou bien qui connaît les tests. D'accord. Parce que, vous savez, il y a risque d'aller de façon émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est contre quelqu'un qu'il ne faudrait pas dire la vérité. Permettez-nous de rappeler un peu aux confrères comment est-ce que l'ordre fonctionne, pour qu'on comprenne très bien. L'ordre a 2 organes. Il y a le conseil de l'ordre, qui est l'organe qui gère les affaires de l'ordre, et il y a l'Assemblée générale, qui est l'organe souverain, mais qui est fait de tous les médecins. Le fonctionnement du conseil, nous pensons que ce n'est pas de lui qu'il est question, donc nous allons le mettre un peu de côté. Nous avons l'Assemblée générale. Les tests que nous avons le règlement intérieur et nous avons le code de déontologie. Les 2 parlent de l'Assemblée générale du fonctionnement. Au niveau du code de déontologie, c'est plus le code électoral, donc c'est l'Assemblée générale élective, alors qu'au niveau du règlement intérieur, c'est le fonctionnement normal de l'Assemblée générale. Lorsque vous prenez l'article 3, alinéa 2, cet article vous dit que l'Assemblée générale peut être convoquée de 2 manières, soit de façon ordinaire ou de façon extraordinaire. Ça, c'est alinéa 2. Règlement intérieur, article 3, alinéa 2, règlement intérieur. On peut être convoqué soit de façon ordinaire ou extraordinaire. L'alinéa 3 de cet article 3 du règlement intérieur dit que la convocation en assemblée générale ordinaire est faite par le président, pas son président. Pas son président. Est-ce le président de l'Assemblée générale, est-ce le président du Conseil? Justement. Acceptons cette ambiguïté. D'accord. Au cas où c'est le président du Conseil, l'actuel a son mandat qui est issu depuis carrément 1 an. Donc il ne peut pas convoquer une Assemblée générale ordinaire.
Au cas où ce serait le président de l'Assemblée générale, depuis les ans de l'ordre jusqu'à présent, on n'a pas de président de l'Assemblée générale. Donc ça veut dire déjà qu'à l'heure actuelle, les médecins ne peuvent pas se réunir sous forme d'Assemblée générale ordinaire parce que la loi prévoit qu'elle est convoquée par son président. Président du Conseil ou président de l'Assemblée générale, dans tous les cas, c'est impossible à l'heure actuelle. Oui. Le deuxième mode de convocation de l'Assemblée générale se retrouve maintenant au niveau de l'article 4 du règlement intérieur, qui dit que l'Assemblée générale peut être convoquée de façon extraordinaire, sous 3 conditions. Soit les 3 quarts des médecins, donc des membres de l'Assemblée générale, peuvent demander. Alors cela veut dire que sur les 12 000, il faudrait qu'on ait 8 000 médecins qui écrivent ensemble une pétition pour demander qu'il y ait tenu l'Assemblée générale. Nous pensons que le faire relèverait carrément d'un miracle. Donc c'est carrément, cette éventualité, nous pensons qu'elle est carrément impossible. La deuxième option, c'est que ce soit le Conseil. Non plus le président du Conseil, mais le Conseil. Et dans ce cas, le Conseil également, son mandat est depuis le 22 mars. Et la dernière option, c'est la tutelle. C'est ce que disent les textes. Nous avons rappelé, nous disons que là, c'est l'article 4 du règlement intérieur que nous avons adopté. Ce n'est pas Dr Basson qui le dit, c'est les textes qui le disent. Et aujourd'hui, nous avons vu que nous ne pouvons pas nous rassembler en session ordinaire. Parce qu'il n'y a personne qui a mandat légal de pouvoir convoquer une assemblée générale ordinaire. Mais extraordinaire, on peut encore avoir que le ministre de la Santé publique pour le faire. Oui. Maintenant, lorsque nous allons au niveau du code électoral, l'article 85, l'article 85 dit, c'est le code de déontologie parlant du code électoral, article 85, qui dit que l'Assemblée générale élective est convoquée par le président de l'Assemblée générale. Nous n'avons pas de président de l'Assemblée générale. Pas de président. Nous n'avons pas de président de l'Assemblée générale. Et pire, quand vous allez à l'article 89, là nous étions à l'article 85 du code de déontologie, nous prenons le temps de lui dire que les confrères qui sont à la maison, ils peuvent vérifier. Vous pouvez mettre un numéro vert si quelqu'un peut contredire, parce que c'est des textes qui sont écrits. Article 89, on dit que la liste des médecins devant participer aux délibérations, donc aux élections, devrait être co-signée par le président de l'Assemblée générale et le commissaire aux comptes. Cela veut dire que les élections du 29, on n'a pas rempli cette condition. Mais nous sommes quand même allés aux élections. Le président de l'Assemblée générale n'a pas convoqué les élections, mais nous sommes quand même allés. Mais ça veut dire que vous fonctionnez même dans l'illégalité depuis. En réalité, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une impasse, nous sommes dans un cul-de-sac. Nous devons l'accepter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des confrères qui disent, voilà, il faudrait d'abord convoquer une assemblée générale pour élire le président de l'Assemblée générale et la commission électorale. Or, les gens oublient que pour élire le président de l'Assemblée générale et la commission électorale, cette Assemblée générale devient élective parce que nous allons pour une élection. Et il faudrait qu'elle soit convoquée par le président de l'Assemblée générale qui n'existe pas. Donc nous sommes dans une impasse. En fait, ce que nous voulons dire, c'est que c'est bien beau de dire qu'il faut respecter les textes. Mais si nous voulons respecter les textes, mot par mot, nous allons droit au mur. Il n'y a aucun juriste qui peut prouver le contraire. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme l'œuf et la poule. Ça veut dire qu'on se retrouve à un niveau où, à chaque moment, vous avez besoin de quelqu'un qui n'existe pas encore. Et nous pouvons même pousser le bouchon plus loin. Parce que le Conseil s'est réuni dernièrement et ils ont évoqué que les candidatures avaient été étudiées par une instance qui n'était pas réglementaire. En d'autres termes, il voulait dire qu'il fallait une commission électorale pour recevoir les candidatures. Si nous voulons désigner aujourd'hui le président de l'Assemblée générale et la commission électorale, il faudrait qu'au préalable, les candidatures soient reçues par une instance réglementaire, donc par une commission électorale. Comment est-ce que ça se fera? Comment pourrons-nous recevoir les candidatures de ceux qui veulent devenir président de l'Assemblée générale? Qui va recevoir ces candidatures? Donc à ce moment, il faudrait qu'on apprenne à faire des compromis. C'est-à-dire des conciliations. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut, mais les textes sont là et nous mettent dos au mur. Parce qu'en réalité, et les confrères peut-être n'ont même pas mesuré les conséquences de ce qu'ils proposent. Parce qu'en réalité, selon ce qu'ils proposent aujourd'hui, il faudrait qu'on passe les premières élections pour avoir un président de l'Assemblée générale et une commission électorale. Et on fasse plus tard les deuxième élection pour avoir maintenant les membres du Conseil. Sincèrement, pour un médecin qui vit à Tokombéré, dans le village du président de l'Assemblée nationale, qui était ici le 29 décembre, lui demander de revenir d'abord pour élire le président
de l'Assemblée générale et la commission électorale de rentrer et de revenir pour élire le conseil. En une année, on peut comprendre. Mais ce que les uns et les autres oublient, c'est que nos textes, notamment le code électoral, prévoit que le mandat du président de l'Assemblée générale, c'est 3 ans. Cela veut dire qu'on va entrer dans une routine qui sera maintenant que tous les 3 ans, il faut venir à Yaoundé pour faire 2 élections. C'est inconcevable. C'est pour ça que nous continuons à insister que non, c'est sage de faire tout au même moment. Nous n'avons pas trop d'options, parce qu'en réalité, vouloir faire 2-3 élections la même année, on va se retrouver comme ça tous les 3 ans, il faut d'abord venir élire le président de l'Assemblée générale et la commission électorale, parce qu'eux tous ont un mandat de 3 ans. Donc si nous les élisons au mois de février, et on se dit peut-être de conseil au mois d'avril, on sera obligé que dans 3 ans, en 2026, on se retrouve en train de faire la même chose. Donc sur le plan pratique, ce sera carrément impossible. Finalement, la tutelle n'est pas aussi coupable qu'on veut nous laisser croire. Tout est parti de vos textes qui ont des manquements. Vous savez, nous sommes dans une situation où les uns et les autres tendent. Parce qu'en réalité, notre candidature fait peur à beaucoup de candidats. Ça, il faut dire la vérité. D'accord. Tout simplement, du part de notre passé et l'amour que les médecins nous portent. chaque candidat a sa chance. Non, nous l'expliquons très bien. Et donc, du coup, chaque mot que nous disons, on essaie de l'interpréter. Ouais. Or, depuis le début, nous sommes restés que sur les tests. Nous sommes restés que sur les tests. Nous avons expliqué ce que nous voulons d'expliquer et les confrères peuvent vérifier. Et à chacun de se faire son idée s'il y a intrusion de la tutelle ou pas. Personnellement, nous préférons rester neutres et regarder les choses. Parce que si nous disons que voilà, ils sont beaucoup, on dirait que voilà, ils supportent voilà. Donc, bon, il faut dire que s'agissant toujours des candidatures, on a un bloc de 5, à part le bloc qu'on a qualifié de préféré du ministre. Et vous avancez seul. Pourquoi ce choix? C'est une très bonne question, madame. En réalité, nous avons un objectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains confrères qui essaient de dire que Dr Basson visait la présidence de l'ordre. Nous sommes en activité pour défendre les intérêts des médecins bientôt depuis une décennie. Oui. Nous avons subi une coupe salariale pendant presque 3-4 ans, affectation disciplinaire. Le mot est haïssable, mais ceux qui nous connaissent savent que lorsqu'on était en formation d'étranger, on n'était pas le plus stupide des médecins en spécialisation. Nous avons subi tout cela. Nous travaillons en zone de guerre. Nous avons subi tout cela. Quand on nous dit que nous subissons, par exemple l'affectation disciplinaire est survenue il y a cela 6 ans. Quand on nous dit que tous ces calculs, c'était pour 2023, cela veut dire que nous sommes vraiment forts en mathématiques. Nous sommes un génie. Donc nous ne pensons pas. En réalité, c'est un amour parce que nous avons un principe dans la vie, c'est que si nous avons vécu quelque chose, nous nous battons pour que les autres ne vivent pas. C'est pareil pour nos étudiants, mais surtout parce que nous avons eu des cas douloureux. Personnellement, nous avons perdu un frère aîné et une sœur aînée. Eux tous étaient à l'âge de 35-37 ans dans nos hôpitaux, dans des conditions que nous jugeons que ces personnes ne seraient pas décédées. Sans parler de mon père. Et c'est la raison pour laquelle, lui, il était décédé d'un accident vasculaire cérébral. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs devenus neurologues. Ça veut dire qu'en réalité, nous nous disons toujours, si le mal nous arrive, nous, pour honorer ceux qui ont souffert avec nous, faisons un effort pour limiter que ce mal n'arrive plus aux autres. C'est en fait notre principe. Donc nous battons parce que nous avons été très jeunes médecins, nous savons les conditions par lesquelles les médecins passent, nous connaissons les conditions des patients. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous n'avez pas signalé. Lorsque nous étions président du CIMEC, on a organisé une grève également pour revendiquer l'instauration de l'assurance maladie. C'est justement parce que les gens n'ont pas compris, parce qu'on se disait comment font, on voit comment les patients vont à l'hôpital, comment c'est difficile de se soigner. Donc en réalité pour nous c'est une cause purement humanitaire. Maintenant, les deux autres blocs, sincèrement, il n'y a pas de sympathie, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives de coalition, mais en réalité, nous avons l'impression que ce que nous voulons, ou bien ce que nous attendons de l'ordre, ce n'est pas forcément ce que les autres attendent. Par exemple, nous n'avons cessé d'implorer les uns les autres qu'on laisse tout le monde voter. Nous sommes le seul candidat à le dire depuis. Personne ne veut nous rejoindre. Nous le disons aujourd'hui et nous serons contents si demain un autre candidat produit un communiqué disant qu'il voudrait que tous les médecins. Si nous aimons l'ordre, pourquoi ne pas être content que celui qui est président soit le produit de la volonté de la majorité? Donc en réalité, ce n'est pas question de bloc, c'est juste que voilà, si vous avez une idéologie, vous avez l'impression que ce n'est pas partagé, bon, on préfère faire chemin seul, tout simplement. Mais est-ce que là, ce n'est pas un contre-signal lorsqu'on sait que la mission première est de fédérer?
Est-ce que de marcher seul, ce n'est pas aussi renvoyer un mauvais signal? Non, seul parmi les candidats, ce n'est pas marcher seul. Si on était seul, il n'aurait même pas le temps de notre candidature. Oui. Il y a une foule de médecins derrière nous. Non, c'est tout à fait normal, nous ne sommes que 7. On n'a pas besoin d'être des amis. C'est-à-dire que nous avons 3 blocs, c'est facile. Et nous sommes d'ailleurs contents, si vous avez pu l'identifier, parce que c'est pas nous qui le disons. C'est pas, non, bien au contraire. Vous savez, au soir de l'élection, quel que soit le vainqueur, nous serons les premiers à les féliciter. Parce qu'en réalité, nous pensons que nous tous, nous avons notre profession. Nous avons peut-être des manières différentes de l'aimer. Et c'est normal que chacun cherche à exprimer sa façon d'aimer cette profession. Mais le soir de l'élection, quel que soit le vainqueur, nous serons les premiers à les féliciter et à nous mettre à son service. Justement, j'allais vous demander, est-ce que votre objectif premier, c'est de gagner, ou vous êtes là un peu... j'ai envie de dire comme un outsider qui veut brouiller un peu les pistes. Madame, c'est mépriser notre potentiel. C'est une question que je veux comprendre. Nous avons toujours dit, et nous le répétons, si ces élections sont transparentes, nous allons gagner 100 secondes. Nous le disons avec beaucoup de sang-froid et nous regardons la caméra pour le dire. Et tout le monde le sait. C'est-à-dire que si cette élection se fait sans tricherie, de façon transparente, nous allons la gagner. Maintenant, nous avons décidé de ne pas nous impliquer dans des saletés. Nous ne savons pas pour les autres candidats. Mais nous avons dit, voilà, si il faut gagner par la tricherie, nous préférons perdre. Mais si cette élection se fait de manière totalement transparente, comme le souhaite le président de la République, nous sommes très sereins. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles que nous avons dit que même la liste du 29, nous n'étions pas d'accord. Mais on ne s'est pas plaint. C'est pareil pour la liste du 18. Parce qu'en réalité, nous savons que les médecins peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent dans vos hôpitaux, dans vos cliniques. Mais nous nous sommes rassurés que le vote soit neutre. Ça veut dire que dans l'isoloir, il n'y a aucun moyen de pression. Nous avons un bulletin unique. Ça veut dire qu'on met le nom de tous les candidats. Et ça veut dire qu'en réalité, un médecin qui ne nous vote pas, il aura fait ce choix. Et c'est parce que nous faisons confiance aux médecins. Et d'ailleurs, nous pensons que la dernière fois, nous l'avons dit même au directeur de la cantine, que nous croyons que si on organise des élections, même dans son hôpital, nous partons confiants. Parce qu'en réalité, il suffit de laisser le médecin le libre choix. Ouais. Ça, nous l'avons dit, nous le citons parce que c'est quelque chose qu'on lui a dit personnellement. Ce n'est pas l'excès de confiance, mais nous pensons que les médecins sont assez instruits et ils savent ce qu'ils veulent. Et ça fait la différence entre la pression. Ça veut dire qu'ils savent que si je suis en face de quelqu'un qui me fait la pression, donnons-lui cette confiance, faisons semblant d'être avec lui. Mais le jour de l'élection, parce que nous avons eu des messages de beaucoup de confrères qui nous disent, chers confrères, tu sais ce que nous pensons, mais nous ne pouvons pas parler. Venant des formations sanitaires, des cliniques et des hôpitaux que certains confrères dirigent et qui pensent être totalement en toute confiance. C'est pour ça que nous pensons qu'aller créer une liste, ce n'est pas notre première priorité. Justement, parlant des listes, qu'est-ce qui fait problème? Les listes sont querellées pour plusieurs raisons. Déjà, sur le plan purement légal, nous l'avons dit, les conseils précédents n'ayant pas utilisé un code électoral rendu exécutoire par un arrêté ministériel, se retrouvent, ça fait mal de le dire, mais en situation d'une légalité contestable, si nous pouvons le dire. Et donc, du coup, même si la loi prévoit les cotisations et les rend obligatoires, le fait que celui qui fixe les cotisations, parce que la loi prévoit que c'est le conseil qui fixe les cotisations, donc le fait que celui qui fixe les cotisations puisse être questionné sur sa légalité, pourrait contaminer les cotisations. C'est pour ça qu'on s'est dit, en ce servant du bon sens, peut-être que ce serait mieux de se dire que voilà, à cause de cette iniquité qui s'est passée, laissons tout le monde voter. Ça, c'est la première interrogation qu'on peut soulever par rapport aux listes électorales. C'est-à-dire que la condition, c'est être à jour dans ces cotisations. Mais cotisations fixées par qui? Avec quelle légalité? Deuxième élément, c'est que certains confrères se sont plaints, et nous on s'est plaints, c'est que il a été imposé aux confrères des pénalités de 30%. Les pénalités de 30%. Et ces pénalités ne sont prévues par aucune disposition légale. La loi parle des sanctions, mais elles sont disciplinaires. Ça veut dire qu'un avertissement, un blâme, voire une suspension en cas de non-cotisation de ces droits, mais jamais de pénalité. Or, selon plusieurs confrères, on se dit que ceux qui ne cotisent pas, ce n'est pas forcément par manque de moyens. Certains ne cotisent pas, parce que nous avons d'ailleurs demandé à certains confrères, ils vous disent qu'est-ce que l'ordre fait pour nous. En réalité, c'est une sorte de rébellion. Et en faisant l'analyse, on s'est dit, et si ces confrères se révoltaient la veille de l'élection et venaient payer les arrêts pour sanctionner l'équipe sortante?
Et donc, du coup, on se dit, celui qui ne cotisait pas, en ajoutant 30% de pénalité, on va casser. Son moral ne viendra jamais cotiser. Donc, du coup, on ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'un confrère qui a des arrêts de 300 000, qui se retrouve avec des pénalités à 400 000, que cela n'a pas pu influencer la composition, la configuration des listes électorales. Voilà le deuxième élément. Or, il y a des confrères qui l'ont souligné, et tout le monde le sait. Ça veut dire que les listes électorales, qu'on le veuille ou pas, ont été influencées par ces pénalités. Troisième élément, c'est que il y a eu des inscriptions. Parce que selon la loi, c'est le conseil qui siège pour délibérer des inscriptions des médecins. Ça veut dire que lorsque vous demandez, vous voulez être inscrit au tableau de l'ordre, pour qu'on puisse vous inscrire, il faudrait qu'il y ait le conseil. Oh, ça fait presque 2 ans que le conseil n'a pas siégé. Et pourtant, il y a des confrères qui ont continué à être inscrits. Donc, beaucoup de confrères se posent la question, est-ce que ces inscriptions ont un caractère purement légal? Vous avez le 4e élément, c'est que, même certains candidats se sont plaints à certains moments, on a eu l'impression, et certains confrères d'ailleurs nous l'ont signalé, qu'ils n'ont pas payé leurs arrêts. Ils se sont retrouvés à jour sur la liste des médecins à jour. Quelle alchimie? Non, nous ne savons pas. Nous ne voulons même pas savoir. Mais pour nous, quand un confrère dit qu'il n'a pas payé ses cotisations, mais il est à jour. Donc, nous pensons qu'il y a eu des manipulations totalement à but purement électoraliste. Qui l'a fait? Et nous ne le savons pas. Et puis finalement, nous ne sommes pas membres du conseil, nous ne l'avons jamais été. Mais nous savons qu'on a demandé au conseil de cautionner la liste des médecins à jour. Ils ont refusé de le faire. Pourquoi? Ils ne nous ont jamais dit. Et ils ne sont même pas allés au tribunal. C'est ça surtout qui a fait que la dernière fois, lorsque vous allez au tribunal, on s'est dit qu'il y a un problème. La liste du 29, ils ne l'ont pas co-signée. Mais ils ne sont pas allés au tribunal. Est-ce parce que chacun retrouvait son intérêt quelque part dans cette liste? Parce que on a demandé, le ministre a demandé clairement la liste co-signée par tout le monde. On nous a produit des listes non co-signées. Ouais. Et tout le monde allait au palais du Congrès le 29. Et on se retrouve maintenant avec le 18, avec notre liste, et on dit que non, cette liste a un problème. Alors qu'on a refusé de mettre son accord sur la liste du 29, qui est un signe flagrant que, même là, cette liste avait un problème. Mais personne ne l'a contesté. Donc du coup, voilà à peu près les différents éléments pour nous qui amènent des contestations des listes. Mais il faudrait quand même dire que l'activité du ministère de la Santé publique a été franchement la plus flagrante, parce que là, on est passé de 3600 fournis par l'autre pour finalement se retrouver à 1600. Donc, du coup, les 1500, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Nous ne savons pas. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé subitement avec un système d'enregistrement en ligne. D'accord. Ça veut dire que c'était un pré-enregistrement en réalité. Et des confrères, peut-être, qui n'avaient pas du temps, ou bien qui n'avaient pas de connexion Internet, ou bien qui étaient préoccupés à faire autre chose, qui ne l'ont pas fait dans un délai de 2 jours, ils se sont retrouvés totalement exclus de la liste. Parce qu'il avait été demandé aux confrères que ceux qui ne voient pas le nom sur une liste, et la liste en question, c'était déjà la liste issue de l'enregistrement en ligne le 29 décembre. Et donc, le 3, on a sorti une liste demandant aux confrères qui ne voyaient pas le nom de faire des requêtes en ligne sur 2 jours, 48 heures. Certains confrères n'ont pas fait. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des confrères qui étaient presque totalement exclus de la liste. Ils étaient, non, quand vous dites 1600, c'est plutôt 2000, carrément. 2000, c'est 3600. Voilà. Oui. Alors, il y a un autre élément décrié par certains. Les statuts déjà et règlements adoptés le 13 mai, déjà, certains estiment que jusque-là, il n'y a pas entente, notamment sur le volet candidat, éligibilité. Si vous n'avez pas été dans le conseil, vous ne pouvez pas demander à vouloir être candidat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Sinon, finalement, est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord pour cette élection? Madame, l'ordre est une institution morale. Cela voudrait dire que c'est une institution de la vérité. Acceptons-nous que nous avons adopté notre tout premier code électoral le 13 mai 2022. Si la réponse est oui, les bureaux précédents ont été élus sur quelle base? Nous voudrons un homme honnête qui nous répond seulement sur la base d'un code électoral légal ou illégal. Nous ne voulons pas 3 mots. Ça veut dire que nous ne voulons pas plus de 3 mots. Code électoral légal
ou code électoral illégal? La réponse est évidente. C'est un code électoral arbitraire qui a permis au bureau confrère. Et cela n'enlève en rien leur légitimité. Ça veut dire qu'ils ont été choisis par des confrères. Nous l'acceptons. Ils ont fait du très bon boulot. Nous l'acceptons. Ça, il faut le reconnaître. Ça n'enlève en rien leur mérite, leur compétence en tant que médecin et leur qualité humaine. Mais sur le plan purement légal, ils se sont servis d'un code électoral qui n'était pas légal, s'il était arbitraire. Aujourd'hui, vouloir diriger l'ordre et sous-entendre que seuls ceux qui ont participé à ce forfait, parce que c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, c'est une sorte de forfaiture, avoir géré l'ordre pendant longtemps sans texte, parce que nous disons très bien que nos cousins, les pharmaciens, ils ont eu le même texte, et ils ont adopté le même texte que nous créons aujourd'hui, il y a déjà 29 ans. Prétendre que pendant 29 ans, on n'a pas vu les autres faire. Et surtout, notre lettre ouverte du 12 janvier 2022 est claire et nette. Tout le monde a lu cette lettre. Le ministre de la Santé publique n'aime pas médecin. Comment a-t-il fait pour pouvoir interrompre l'Assemblée générale élective que le Conseil voulait organiser? Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a eu intention de continuer sur cette forme-là. Donc, aujourd'hui, vouloir dire aux médecins que voilà, seuls ceux qui ont, c'est comme ça qu'on devrait appeler, seuls ceux qui ont participé au forfait sont éligibles. Et que ceux qui n'ont pas participé au forfait ne sont pas... Pour nous, en réalité, et nous l'avons dit avant, si nous avons une autorité, nous allons exclure tous ceux qui pensent comme ça. Parce que nous pensons que ce n'est pas honnête. C'est-à-dire que les médecins ont été dupés pendant 3 décennies. Et vous nous dites que ceux qui ont participé à cette duperie de façon consciente ou inconsciente, eux, ils sont éligibles. Mais que ceux qui n'ont pas participé à ce forfait, ils sont inéligibles. Lorsque nous entendons les confrères le dire, nous leur demandons, mais est-ce que c'est de l'ordre que nous parlons, ou bien nous sommes déjà dans un parti politique? Sur le plan purement moral, c'est malsain. C'est malsain. Nous attendions plutôt, et d'ailleurs, il y a un des candidats avec qui nous sympathisons. Nous avons fait cette lettre ouverte. Nous lui avons dit, chers confrères, si vous êtes intègre, vous devez démissionner. S'il est en train de suivre cette émission, il le sait. Nous lui avons dit qu'on aurait été à votre place. Nous aurions démissionné. Surtout parce qu'on savait qu'il avait des ambitions pour être candidat. Et nous lui avons donné un conseil d'amis. On lui a dit que non. Si vous voulez avoir une bonne image devant les médecins, devant cette dénonciation, c'est logique de poser votre démission et après de venir comme candidat. Il n'a pas voulu nous suivre. Nous savons qu'il nous suit et il sait qu'on lui avait dit au téléphone. Parce qu'en réalité, on s'attendait aux excuses. Mais nous sommes surpris que les gens nous disent que non. C'est un acquis sur lequel il faudrait surfer pour plutôt exclure notre confrère. Ce n'est pas cohérent. En réalité, ce que nous voulons dire, c'est que personne, à l'heure actuelle, ne jouit d'un statut d'ancien membre légal du Conseil. Personne. Donc ça veut dire qu'en mettant ce critère d'éligibilité, on va vers une impasse. Il n'y aura personne qui va remplir ce critère. Parce que tout le monde a été élu par le passé sur la base d'un code électoral arbitraire. Donc pour nous, c'est un débat malhonnête. Ce n'est pas un débat sincère. C'est vraiment un débat de mauvaise intention. Maintenant, nous sommes dans un statu quo. Comment se passe la vacance? Et même à qui profite tout cela? Maintenant, comment est géré l'ordre actuellement? Non, vous savez, nous pensons que l'ordre a toujours 2 aspects. Vous savez, il y a l'aspect purement technique qui est géré par les médecins, donc le président de l'ordre, le secrétaire général. Mais il y a l'aspect purement administratif, ça veut dire que le comptable, bon, tout ça, ce ne sont pas des médecins. Il y a le personnel d'appui et de soutien qui est là, qui continue à entretenir l'ordre, mais les dossiers clés sont presque stationnaires, si nous pouvons dire comme ça. Nous connaissons des confrères et des consoeurs qui veulent ouvrir des cliniques et qui sont bloqués. C'est-à-dire que certains ont contacté le président qui leur a dit que voilà, dans cette situation, nous pouvons donner d'accréditation. Il y a récemment même des confrères qui disaient que depuis 6 mois, ils ont déposé leur demande d'inscription à l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en réalité, il y a des dossiers qui nécessitent le cachet du président, qui sont en suspens. Bon, maintenant, d'autres aspects, nous pensons que le ministère de la Santé publique il essaie de voir avec l'équipe sortante pour faciliter certaines activités. Donc sur le plan purement technique, nous pensons que beaucoup de choses sont en suspens, mais sur le plan purement soutien, il y a le personnel d'appui qui est là, qui essaie d'aider. Donc en réalité, l'ordre ne fonctionne pas comme cela devait être. Alors, est-ce que, selon vous, le courrier du président de la République, est-ce que, pour vous, c'est une lueur d'espoir? Est-ce que lorsque vous voyez ça, vous sentez que la résolution de la crise est proche? Non, pour nous, c'est même avec beaucoup d'espoir que nous l'avons reçu. Parce qu'en réalité, il y a un mot que nous retenons, ou bien 2, sérénité.
et transparence. Transparence et sérénité. Et nous profitons de cette occasion pour supplier le président de la République justement qu'il y ait transparence pendant cette élection. Parce que, par exemple, nous avons le problème de procuration. Je ne sais pas si on va y revenir, mais dernièrement, les médecins, le 29, non, il faudrait qu'on dise bien la réalité. Oui. Le 29 décembre, certains confrères ont failli en venir aux mains à cause des procurations. Oui. Ça veut dire qu'en termes de sérénité, les procurations ont démontré qu'elles étaient source de troubles à l'ordre public, parce qu'en réalité, il y avait des procurations qui posaient des problèmes d'authenticité. Et selon la direction de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire, la DOS, au niveau du ministère de la Santé publique, les statistiques nous disent, ce n'est pas les statistiques du Dr Basson, c'est les statistiques qui nous disent que le 29 décembre, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que 80% des procurations avaient des problèmes d'authenticité. Or, si nous pouvons par exemple pour faire un petit rappel, l'Assemblée générale du 13 mai, nous étions à peu près 80 médecins présents. Et sur les 80, 50 étaient venus avec les procurations parce que la loi dit qu'un médecin ne peut porter au plus une procuration. Donc ça veut dire qu'avec des médecins en présentiel et ceux qui étaient représentés, on était à peu près 130. Si nous respectons les proportions de procuration fausses données par la DOS, qui sont 80%, ça veut dire que sur les 50 procurations le 13 mai, on aurait dû avoir 40 procurations qui sont fausses. Cela veut dire que sur les 130 voix que les présentiels et les procurations nous donnaient, on devait avoir 90 qui sont vraies et 40 qui sont fausses. Vous croyez que dans ces conditions-là, on peut avoir une élection transparente? C'est pour ça que nous avons, et c'est même l'argument que nous avons utilisé pour forcer la main au ministère de la Santé publique le 12 janvier, parce qu'on n'en voulait pas la suspension des procurations. Nous avons expliqué non, ce n'est pas nous qui donnons les statistiques, c'est votre direction, dans votre département ministériel, qui vous dit que 80% des procurations étaient fausses. Nous n'en voulons pas. On ne peut pas dire que nous allons vers une élection transparente et on a un instrument, même si c'est prévu par la loi, mais dont on est sûr à 80% qu'il va être truqué et on s'en sert. Cela veut dire qu'on n'est pas honnête, on n'est pas sincère. C'est parce que, et nous avons l'habitude de le dire, même l'apartheid en Afrique du Sud était une loi. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas seulement qu'on reste sur le plan de la loi. Nous avons déjà expliqué avec l'organisation des élections, on est dos au mur. Si on n'utilise pas notre sens, notre bon sens, on ne peut pas s'en sortir. De la même façon, comment convaincre les confrères? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les procurations des confrères qui sont à l'étranger, qui ne sont pas ici et qui donnent des procurations. Nous n'avons pas les moyens de vérifier. Et ceux qui ont pu vérifier se sont rendus compte que les procurations étaient fausses à 80%. Celui qui l'a dit, c'est un professeur qui est quelqu'un extrêmement intègre. Nous ne pouvons pas douter de son intégrité. Et lorsque nous savons que nous avons 80% de procurations, comment les utiliser? Donc en fait, c'est juste pour dire que en réalité, ce serait vraiment dommage de faire semblant, tout simplement. Il y a des réalités qui sont face à nous, il faudra les accepter et puis avancer, en étant un peu flexible. Alors, selon vous, quelle piste de solution? J'ai envie que vous nous fassiez, c'est-à-dire vos propositions de solutions par palier. C'est-à-dire que, tel problème, voici ce qu'on peut faire pour sortir de cette crise. Déjà, comme on parlait des listes et des procurations, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire tout au niveau des listes? Voilà, merci. La première chose d'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait la concertation. Nous voulons rappeler que dernièrement, le 20, le Conseil sortant assiégé. Alors qu'il ne fonctionne plus. Nous l'avons accepté. Ça fait mal, mais on a besoin d'avancer, donc il faut l'accepter. Mais ce que nous voulons soulever, c'est que sur les 17 membres du Conseil, 10 sont candidats. 10 sont candidats. Et les 7 autres, plusieurs ont ouvertement soutenu des candidats. Donc il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que ce conseil n'est pas neutre. Dire qu'il est neutre, c'est vraiment être de très très mauvaise foi. Ça veut dire que vous avez un conseil où 10 sur 17 sont candidats. Et vous avez 7. Donc certains ont carrément même tenu des meetings pour supporter des candidats qui sont là. Maintenant, ils se constituent en interlocuteur avec le secrétariat général du Premier ministère. Nous voulons bien, mais nous pensons que, étant donné que c'est un groupe de candidats, ils bossent pour eux-mêmes. La preuve, nous avons vu leur résolution. Ils ont oublié les procurations. Et pourtant, s'il y a un seul médecin qui pense que les procurations ne sont pas un problème pendant ces élections-ci, ça veut dire que celui-là, nous pensons qu'il n'est pas honnête. Pourquoi ils ont oublié? C'est parce que
les candidats qui ont soulevé le problème de procuration n'étaient pas dans ces concertations. Ce n'est pas parce qu'ils ont de mauvaise foi, non. C'est normal tout à fait lorsqu'on peut gagner de tout faire pour avoir les chances de son côté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc en réalité, la première chose que nous proposons, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une concertation élargie à tous les candidats, pas seulement aux candidats à la présidence. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on associe, nous sommes à peu près une cinquantaine, il faudrait qu'on associe tous ces candidats. Et que ce sont ces candidats qui proposent un mémorandum à soumettre à la hiérarchie afin qu'on puisse entamer le début de résolution de ce problème. Maintenant, comme nous l'avons dit, si nous allons, on dit test pour test, on ne peut pas s'en sortir. Cela voudrait dire qu'il faudrait que nous fassions preuve de bon sens. Et nous savons que le bon sens, c'est pas ce qui manque aux médecins. Donc il faudrait que nous fassions preuve de bon sens et qu'on recherche un consensus. Par rapport, par exemple, aux listes électorales, comme vous demandez, pour nous, nous pensons que nous voulons recommencer sur de nouvelles bases. Beaucoup de confrères ne sont pas à jour, comme nous l'avons vu, 3600 sur à peu près 12 000, ça fait carrément plus de 8 000 médecins qui ne sont pas à jour. Il faudrait un geste. Docteur Basson, une petite parenthèse, puisque vous parlez de cotisation. J'ai l'impression qu'il y a un mot qui change la donne quand vous parlez de cotisation. Vous parlez de cotisation régulière et de cotisation et d'être à jour. Est-ce que ça veut dire que régulière, ça veut dire qu'il faut payer chaque année, ou alors je peux ne pas payer pendant 5 ans et je viens payer avant? Madame, sincèrement, lorsqu'on veut, il y a chez nous un dicton qui dit que le plus de la bouche, on avale une partie et on crache une partie. Si nous sommes dans une logique de construction, vous savez, ça revient un peu à la notion d'ivoirité avec la Côte d'Ivoire à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut chercher le pouls sur la tête de tout le monde et on en trouvera. Nous, sincèrement, ce débat ne nous intéresse pas parce que nous savons d'abord que c'est du domaine de la commission électorale, si on en a une. C'est elle qui devrait étudier ce thème. Sur le plan purement juridique, moi je ne suis pas un juriste pour dire, voilà, régulièrement, je voudrais dire tous les ans. Et si on veut tous les ans, est-ce que c'est exactement jour pour jour? Est-ce que 2-3 jours? Parce qu'en réalité, celui qui paye avec 2 mois de retard, et celui qui paye avec 1 jour de retard, ou bien celui qui paye même avant l'expiration de sa cotisation, est-ce qu'ils sont classifiés de la même façon? Donc en réalité, pour nous, l'interprétation, elle est personnelle. C'est vrai que dans le code électoral, par rapport aux candidats, c'est bien spécifié qu'il faut être régulièrement à jour dans ses cotisations. Oui. Et maintenant, les membres du conseil, c'est précisé qu'il faut être à jour dans ses cotisations. Donc cela laisse croire qu'il y a réellement quelque chose à voir avec régulièrement. Maintenant, la régularité, nous pensons que peut-être à notre niveau, nous avons commis une erreur de ne pas spécifier. Parce que, vous savez, avec les magistrats aujourd'hui, si vous partez devant un juge administratif, celui qui décide de l'interpréter tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est difficile de le convaincre que non, ça devait être exactement jour par jour. Mais après, sincèrement, nous ne sommes pas concernés par ce débat. Donc, ceux qui veulent s'en approprier, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, et qu'on l'applique comme on veut l'appliquer. Mais pour nous, nous pensons seulement que lorsqu'on veut reconstruire, on veut rebâtir, parfois il faut apprendre à partir sur une nouvelle base et donner chance à tout le monde. Très bien, je ferme ma parenthèse. Allez-y. Vous étiez en train de parler justement des cotisations. Voilà, donc nous étions en train de dire qu'avec cette histoire des cotisations, pour nous, nous pensons que ce serait mieux de laisser tout le monde participer. Donc pour nous, par rapport à la liste, c'est-à-dire que nous avons près de 8 000 médecins qui ne sont pas à jour. Peut-être c'était qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour l'autre. Aujourd'hui, il faut faire un geste. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre programme de campagne, nous proposons, si nous sommes élus, d'amnistier tous ceux qui ont des arrêts. Parce que nous pensons que ceux qui ont des arrêts, ils ont été fragilisés par plusieurs dispositions. Par exemple, les pénalités. Et le simple fait aussi que, reconnaissons-le, ceux qui se plaignent que l'on ne faisait rien pour eux, ce ne sont pas des fous. Ils ont des raisons, il faudrait les écouter, ce pas des gens qui sont fous. Donc on s'est dit, il y a un désintérêt, donc il faudrait poser un acte qui va ramener tout le monde vers la bergerie. Ça c'est par rapport aux listes électorales. Ça veut dire que pour nous proposons qu'on laisse tout le monde voter. Parce que déjà, on se plaint qu'on a, le conseil est querellé en réalité. Oui. Ça veut dire qu'on voudrait une équipe qui est consensuelle, la plus consensuelle. Et nous pensons qu'il n'y a rien de plus que le nombre de participants à une élection qui fait le consensus. Ça veut dire que si vous êtes élu avec 3000 votants, vous n'êtes pas aussi légitime que celui qui a été élu avec peut-être 10 000 médecins qui ont participé au vote. Donc nous pensons que pour renforcer la légitimité du nouveau bureau, il faudrait qu'un maximum de confrères puissent participer. Ça c'est par rapport aux listes. Maintenant, par rapport à l'organisation, nous l'avons dit, on n'a pas de choix, on devra faire preuve de bon sens.
les textes, les dispositions légales actuelles ne nous permettent pas de convoquer une assemblée générale élective. Parce que ce que les confrères ont oublié, parce que nous l'avons bien suivi, ils disent convoquons d'abord une assemblée générale et lisons le président de l'assemblée générale et la commission électorale. Et là, ils sont d'accord que c'est le ministre qui doit convoquer cette assemblée générale. Or, ils oublient que, puisque nous allons pour élire le président de l'assemblée générale et la commission électorale, nous nous retrouvons une fois de plus devant une assemblée générale élective. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas convoquer une assemblée générale élective. Donc, il faudrait bien qu'un président de l'assemblée générale vienne du ciel pour convoquer une assemblée générale élective, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça que nous disons que nous devons faire preuve de bon sens et essayer d'être flexibles dans nos positions pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il faut remettre tout à plat. Alors, avant de parler de vous-même en tant que candidat, est-ce que, docteur Basson, on ne parle pas d'un individu? Quel est le bilan qu'il fait de l'ancienne équipe, de l'ancien ordre? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour restructurer, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers en dehors de l'élection? En réalité, c'est toujours pas poli de parler de bilan, parce que c'est mieux, lorsqu'on a eu un mandat, il faut défendre son bilan. Mais pour être honnête... Vous avez certainement des... Oui, non, mais pour être honnête, nous l'avons dit, le président sortant, il n'a pas eu la chance d'avoir les tests qui l'ont aidé. Il faut être honnête. Parce qu'aujourd'hui, on a créé l'ordre, il y avait quelques médecins. On avait quelques formations sanitaires, tout était concentré à Yaoundé, à Douala. Aujourd'hui, il doit avoir affaire avec des médecins qui sont à Mozogo. Dans le Maya Sava, à l'extrême nord. Il doit avoir affaire avec des gens à Somalomo, j'avais été affecté. Voilà. Il doit avoir affaire avec des médecins à Ouah, dans le nord-ouest. Donc, ils ne peuvent pas à 17 le faire. Donc, il a essayé de s'imaginer des choses comme des représentants régionaux pour pouvoir décentraliser. Donc, ça, c'est mettre à leur crédit, que ce soit lui ou bien le feu Dr Mouna. Donc, nous pensons que sur ce plan, administrativement, il a essayé. C'est-à-dire que parce que même quand nous disons, nous proposons que nous voulons décentraliser, nous copions ce qu'il a voulu faire avant. Donc, il faut reconnaître, ça c'est un mérite. Il a eu vraiment cette capacité à aller avant la loi sur certains aspects pour décentraliser. Maintenant, qu'on le veuille pas, souvent il appelle le feu Dr Mouna bâtisseur. Lui-même, il a été bâtisseur parce que c'est vrai que c'est le feu Dr Mouna qui obtient le siège que nous avons, mais celui qui fait la rénovation du siège, c'est lui. Et nous disons que ce siège, c'est un joueur architectural. Donc il faudrait le lui reconnaître. Et c'est quelqu'un qui a quand même essayé de donner une place importante aux médecins de la diaspora, ce que pour nous, nous pensons que c'est capital, c'est fondamental. On a besoin de médecins de la diaspora pour pouvoir développer notre système de santé. Donc nous pouvons dire que pour nous, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il avait. Mais ce qui est sûr, c'est que très souvent, les jeunes tendent à faire mieux que les anciens. Et donc, il a bien fait, s'il maintient sa décision de ne pas se présenter, nous pensons qu'il faut donner l'opportunité aux plus jeunes de montrer de quoi ils sont capables. J'ai envie de dire qu'il a été jeune aussi. Ça fait 12 ans quand même qu'il est là. Voilà. Donc il était un peu jeune à l'époque. Voilà. Alors en attendant que les choses se décantent, pourquoi devrait-on voter le docteur Basson à la tête de l'ordre? Voilà, vous savez, nous le répétons sans cesse, l'ordre est une institution morale. Et l'ordre a besoin des hommes qui sont intègres. Ça, c'est la première chose. Oui. C'est la première chose. Nous avons travaillé à l'hôpital régional de Bamenda. Nous pouvons le dire en regardant la caméra, qu'aucun directeur, aucune infirmière, aucun médecin, aucun patient ne peut nous accuser d'avoir stocké un patient. C'est quelque chose que nous pouvons dire comme ça, vous pouvez mettre un numéro vert. Nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire devant nos étudiants que nous encadrons depuis plus d'une décennie d'années. Donc, nous pensons, c'est pas le mot Aïssa, parce qu'on le dit, on se dit, mais ce gars, il se vante. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question, mais parfois, il faut dire la vérité aux gens. Donc, on a besoin de quelqu'un qui intègre, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a besoin de quelqu'un qui porte à cœur le corps médical. Et croyez-moi, nous l'avons dit, parmi nous tous qui avons dirigé le syndicat, nous sommes les seuls à avoir subi la suspension salariale. Ce n'est pas une évidence. Lorsqu'on a une femme, on a des enfants, et parfois on se retrouve que quand on subit la suspension salariale, on était sous crédit. Toutes ces difficultés, ce n'est pas une évidence. Et subir pendant 3-4 ans, ce n'est pas un jeu d'enfant. Des affectations disciplinaires, des menaces de toute forme et beaucoup d'autres frustrations que nous pouvons ne pas citer ici, le conseil de discipline, à la fonction publique, même à l'ordre national des médecins. Donc, il y a déjà
ces actions à notre actif qu'on ne peut pas nous enlever. Quelqu'un qui les a endurées, il est forcément différent de celui qui dit que non, je vais les endurer pour vous. Donc les médecins ont carrément un choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ordre a des défis. Et peut-être ces défis auront besoin d'autres sanctions. Que préfère-t-il? Il préfère quelqu'un qui est resté droit sur ses bottes malgré les sanctions, ou il préfère quelqu'un qui leur dit que, ok, lorsqu'il y aura des sanctions, je resterai droit sur mes bottes. Donc ça veut dire que nous voulons dire, même si nous sommes le plus jeune des candidats, mais en termes de sacrifice et d'investissement sur le plan purement moral, nous avons fait pour les médecins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Ordre national des médecins est là, non pas seulement pour réguler la profession médicale, mais l'idée derrière, en réalité, pour ceux qui ont créé l'Ordre pour la première fois en Europe, c'était parce qu'on pratique un métier que les patients ne comprennent pas. Et donc, ils peuvent se faire duper, ils peuvent se faire, comment ça peut dire, facilement maltraiter ou bien, disons, que tromper par les professionnels. Donc, il fallait protéger les patients. Et nous disons aujourd'hui que, nous pensons que c'est aujourd'hui que les gens comprennent pourquoi nous avions, il y a de cela 6 ans, mis un peu la pression sur le gouvernement pour accélérer le processus de la CSU. C'est parce que nous avons aussi à cœur des patients. Donc nous sommes en réalité cette personne-là qui a conduit un plaidoyer pour l'amélioration des salaires des médecins, donc qui prouve qu'il tient les médecins à cœur. Et une personne qui a conduit un plaidoyer pour l'instauration de la CSU, pour que les patients aient accès aux soins. Et c'est ça l'ordre, ça veut dire que c'est le corps médical, c'est la protection des patients. Nous avons ça à notre actif. Je ne sais pas se vanter, mais les autres candidats, ils ne peuvent pas pour proposer. Les gens nous parlent, voilà, ils ont été directeurs de ils ont construit ceci, mais l'ordre, ce n'est pas la construction. Nous avons déjà un siège. Nous proposons que nous sommes élus présidents, nous allons décentraliser. Et nous laisserons au président régional, du conseil régional du littoral, de construire un siège pour le littoral. Nous n'allons pas faire ça à sa place. Les médecins sont assez adultes. Pourquoi devrait-on être président national et aller construire un siège à Douala ou bien à Bafoussam? Non. Nous pensons que démocratiquement, il faut nommer les conseils, il faut laisser élire le président du conseil régional et les laisser construire le siège. Donc en réalité, avoir cet actif disant que voilà, on a construit un bâtiment, non. L'autre n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, l'autre a besoin des hommes qui ont une vision en avance. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se battait pour la CSU, les gens n'ont pas compris. En tant qu'enseignant et sachant que bientôt la fonction publique allait cesser de recruter les médecins, on savait qu'on allait avoir besoin d'un système qui peut recruter plus. Et ça veut dire qu'il faudrait un financement du système de santé par la CSU. C'était la seule façon d'éviter que ces confrères se retrouvent aujourd'hui par milliers au chômage. Parce que quand vous voyez les systèmes de santé, par exemple en Occident, qui recrutent des médecins sans cesse, c'est parce qu'ils ont un système de financement de leurs soins. Donc en réalité, lorsqu'on se battait il y a 6 ans pour la CSU, c'était un triple objectif. Parce qu'on savait que c'est bien financé, les médecins seraient mieux rémunérés. Si c'est bien financé, les patients auront accès aux soins de qualité. Et si c'est bien financé, beaucoup de médecins seraient recrutés. Donc en réalité, on a besoin de quelqu'un qui est visionnaire. Donc c'est pour ça que disons aujourd'hui que déjà sur le plan moral, sur le plan de la vision, nous avons prouvé qu'on était capable de le faire. Maintenant, on a besoin de quelqu'un qui est tenace, qui est téméraire. On peut faire profil bas, mais beaucoup savent que sans notre implication, bien sûr, cela n'enlève à rien le mérite du ministre de la Santé publique qui a eu une oreille très favorable à notre plaidoyer, mais on n'aura pas eu ces tests. Si on ne s'était pas impliqué, personnellement, tout le monde le sait, ce n'est pas un fantasisme. Donc, nous voulons dire que nous avons des faits. Les gens peuvent parler de leur fortune, ils peuvent parler de leur âge, ainsi de suite, mais lorsqu'on veut parler des activités menées au sein, et d'ailleurs dans les équipes, beaucoup nous appellent pour nous dire que même si vous n'êtes pas élu, l'ordre a besoin de vous. Ça, ils ne le savent peut-être pas. Les membres de leurs équipes nous appellent pour nous le dire. Donc nous pensons que purement sur ce plan, nous avons beaucoup proposé aux médecins. Maintenant, je ne sais pas si on peut parler de ce que nous proposons sur le plan purement projet. Je vais revenir sur un point. Vous parlez peut-être vous l'avez un peu briefé, évoqué là, de l'intégration des jeunes médecins. Alors, qu'est-ce qui fait problème là? Est-ce que c'est lorsqu'on sort de l'école, lorsqu'on est admis à l'ordre, il faut encore une autre étape? Non, ne faisons pas la confusion entre l'inscription à l'ordre et l'intégration. Non, l'inscription à l'ordre, c'est la condition sine qua non pour exercer le métier de médecin au Cameroun. Mais maintenant, une fois qu'on est inscrit à l'ordre, on peut le faire, on peut exercer ce métier en tant que fonctionnaire. C'est ceux-là qui sont intégrés à la fonction publique. Ou bien on peut le faire comme médecin du privé, confessionnel laïque. Or, il se trouve que
l'État a des moyens limites. C'est-à-dire que nous ne supportons pas le fait qu'on ait arrêté l'intégration des médecins. Mais en réalité, quand vous partez dans tous les pays au monde, ce n'est pas l'État qui recrute le personnel. L'État a un petit nombre de personnels d'administration, mais le reste, c'est le secteur privé, ou bien c'est la caisse d'assurance dans le cadre du système de santé, c'est la caisse d'assurance qui recrute des médecins. Donc en réalité, l'État ne pourrait pas recruter tous les médecins dont on a besoin. Ça, il faut se le dire. Donc ce n'est pas forcément parce que l'État fonctionne mal, c'est parce qu'à un moment, le nombre de médecins va grandissant et il faudrait un système complémentaire ou bien parallèle pour pouvoir les recruter. Alors, quand vous parlez de l'amélioration des conditions de vie et de travail au Cameroun, c'est le volet santé ou alors, j'ai l'impression que c'est très vaste. Dans votre programme, vous parlez de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et de travail des médecins. Ah, ok. Des médecins. D'accord, parce que là, j'ai... Non, des médecins. Des médecins. comprendre qu'il s'agissait de tout le monde. Non, des médecins. Et j'étais un peu perdu. Alors, on comprend que ceux qui sont honnêtes, ou du moins qui vous ont vu faire, devraient vous voter si les élections arrivent. Parce que là où on est aujourd'hui, on ne sait pas si vous aurez finalement vos élections, ou alors vous, peut-être, vous avez le secret. Non, pas du tout. C'est pour ça que nous proposons une consultation élargie. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les consultations. C'est pour ça que nous proposons une consultation élargie à tous les candidats avec le conseil sortant. Alors, si ce n'est pas le docteur Basson, est-ce qu'il a un profil qui, selon lui, pourrait fédérer? Je ne dis pas une personne. Est-ce qu'il y a un profil? C'est-à-dire que ce candidat-là devrait, selon vous? Nous l'avons expliqué depuis, bien avant les élections. Nous pensons que l'ordre, c'est un chantier. Ça veut dire que lorsqu'on parlera de notre projet, vous comprenez un peu comment l'ordre doit fonctionner normalement. L'ordre, c'est un chantier. Ça veut dire qu'en réalité, on a besoin de quelqu'un qui est rêveur. Ouais. On a besoin de quelqu'un qui est rêveur parce que il y a des choses que lorsqu'on vous dit, vous allez avoir l'impression qu'il s'agit d'un rêve. Ça veut dire qu'on a besoin d'une personne qui rêve. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons toujours fait le parallèle avec le président de la Fédération du football. Ça veut dire qu'en fait, on a le droit de faire. Vous avez besoin aussi d'un Samuel Eto'o à l'ordre de... Non, nous disons non, c'est parce qu'il a pu rêver, dire qu'il partait gagner la Coupe du Monde. Okay. C'était un rêve. Nous disons qu'en réalité, si vous ne rêvez pas le soleil, vous ne pouvez pas toucher les étoiles de la lune. Vous ne pouvez pas. Donc, en réalité, on a besoin d'un leader qui est rêveur, qui fait rêver. Parce qu'en réalité, il y a des choses pour le faire. Il faut être capable de se surpasser. Donc on a besoin de quelqu'un qui est rêveur et qui inspire le rêve. Ça, c'est la première chose. On a besoin de quelqu'un qui est intègre. Parce que vous savez, lors de l'Assemblée générale du 13 mai, nous avons proposé, et tous ceux qui étaient présents se souviennent très bien, nous avons proposé une commission de lanceurs d'alerte. Ça veut dire que nous avons proposé qu'il y ait une commission de médecins qui sont dotés d'une immunité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être traduits au conseil de discipline par le conseil de l'ordre et qu'ils soient là pour veiller à l'enrichissement des membres du conseil. On était le seul à soutenir cette idée. On l'a rejetée. C'est pour ça que cette commission ne fait pas partie de notre règlement intérieur. Donc nous avons besoin de gens qui ne confessent pas l'intégrité, mais des gens qui posent des actes qui montrent qu'ils veulent l'intégrité. Parce qu'en réalité, lorsque vous voulez être président de l'ordre et que vous rejetez une telle commission, on se demande très bien si vous partez pour la transparence. Parce que pour aujourd'hui bien gérer le patrimoine de l'ordre, on a besoin des hommes intègres. Donc comme nous avons dit, il faut être rêveur, il faut être intègre. On a besoin de quelqu'un qui a de l'énergie. Parce que les choses qui sont à faire au sein de l'ordre, si on est un peu fatigué et moussé, il serait vraiment difficile de le faire. Et finalement, on a besoin de gens qui sont ouverts au dialogue. Et ça, c'est très important. Et nous pensons d'ailleurs que cette campagne électorale a montré quelles personnes étaient plus ouvertes au dialogue ou non. Parce qu'on a eu plusieurs consultations avec le ministre de la Santé publique. Et humblement, nous sommes le seul candidat à avoir participé à toutes les consultations avec le ministre de la Santé publique. Ouais. Sur les 7 candidats, nous sommes le seul. Ça, il faut le dire. Malgré le fait que tout le monde sait que sur plusieurs points, on n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, que même celui qu'on présente comme le candidat du ministre, il n'a pas participé à toutes ces consultations. Ça veut dire que nous étions les seuls. Donc, en réalité, parce que, voyez-vous, lorsque vous amenez une autorité avec laquelle vous devez collaborer demain, si vous êtes élu, comment pensez-vous que la collaboration va se passer? Supposons que, non, parce qu'en fait, il faut aller au-delà, il faut anticiper. C'est pour ça que nous disons que nous avons besoin de quelqu'un d'un rêveur, quelqu'un qui peut voir avant. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, à notre sens,
ceux qui sont allés au tribunal, s'il arrive à être élu aujourd'hui, ils n'auront pas de relations faciles avec le ministre de la Santé publique actuel, à moins qu'il y ait un nouveau ministre de la Santé publique. Donc, en fait, c'est pour dire qu'on a besoin de quelqu'un qui est ouvert au dialogue, parce que ce que l'ordre va réaliser pour notre système de santé, le corps de métier des médecins, ça ne sera pas forcément par la force. Ça sera plus par un plaidoyer, par une discussion. Mais lorsque l'autorité vous invite à un débat, vous ne vous présentez même pas. Il s'était peut-être occupé, docteur. Peut-être, non. En fait, ce que nous voulons dire, c'est que dans tous les cas, les médecins sont très brillants et intelligents. Ils ont vu ceux qui peuvent discuter, et à la fin de la discussion, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le ministre a fait, avec ce que le ministre a dit, mais ils participent quand même à la discussion. Parce que dans tous les cas, croyez-moi, ce n'est pas en laissant la chaise vide que vous allez changer quelque chose à la vie du médecin ou bien du patient. Il faut être là où les gens discutent pour pouvoir faire des propositions. La première, nous sommes allés avec 4 propositions et nous avons réussi à obtenir la suspension des procurations pour l'élection qui était prévue le 18. En restant à la maison, on n'aurait pas eu ça. Donc nous pensons qu'on a besoin d'un dirigeant qui est ouvert au dialogue, qui est rêveur, qui est honnête et qui a assez d'énergie pour travailler et qui peut fédérer d'autres médecins pour faire cela. Voilà le profil de notre candidat. D'accord. Alors, est-ce que répondez-vous à ceux qui estiment que toute cette bataille autour de l'élection, l'enjeu, c'est un peu la couverture santé universelle? Non. Nous pensons que c'est mal comprendre la couverture santé universelle. Non. C'est vrai que un ordre bien fonctionnel va aider à protéger la caisse. Ouais. Parce que vous savez, il y a des prescriptions qui sont fantaisistes, qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire que si on a une institution hospitalière, privée ou même publique, on peut se décider qu'on a un chiffre d'affaires et on essaye de l'atteindre. Et voilà, on fait des prescriptions qui font dépenser beaucoup d'argent. Pour le moment, c'est les patients qui payent. Donc ça, personne ne le voit. Mais si nous avons une caisse d'assurance maladie aujourd'hui qui doit payer, les prescriptions fantaisistes vont ruiner la caisse. Donc, on a besoin d'un ordre qui discipline les médecins, qui les amène à exercer la médecine selon l'art. Ça veut dire que ne prescrire que ce dont on a besoin et prescrire ce qui est accessible. Parce que parfois, il peut arriver que quelqu'un prescrive par affinité pour telle personne, tel laboratoire, ainsi de suite. Dans tous les cas, sans tenir compte de la poche. Alors que si nous avons un ordre qui est bien discipliné, ça va protéger ça va encadrer les prescriptions, ce qui permettra de protéger la caisse. Mais maintenant, ce n'est pas l'ordre de gérer les sous de la CSU. Donc pour nous, ce débat, nous pensons que c'est juste un problème de connaissance, bien de compréhension du débat sur la CSU. Alors selon vous, quels sont les problèmes auxquels font face les médecins aujourd'hui et qui pourraient avoir des pistes de solution ou alors une esquisse de solution à travers l'ordre des médecins? Cela fait partie de nos projets. Les conditions de travail des médecins. Nous voulons rappeler, si notre mémoire est bonne, nous pensons que l'article 2 du Code de déontologie, alinéa 2, qui dit que en aucun cas, le médecin ne devait exercer dans des conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins. C'est signé et rendu exécutoire par un arrêté du ministère de la Santé publique. Il est d'accord avec ça. Ça veut dire qu'en aucun cas, un médecin ne devait exercer son métier dans des conditions qui pouvaient compromettre la qualité des soins. Ça, c'est déjà les conditions de travail. Ça veut dire qu'il faudrait que les confrères puissent exercer dans des conditions où ils sont calmes. Ça veut dire que sur le plan financier, sur le plan équipement, et d'ailleurs l'article, nous pensons que c'est l'article 11, toujours de ce même code de déontologie, qui dit qu'un médecin devait exercer dans des installations pour qu'il puisse régulièrement avoir accès à des installations et à des équipements techniques qui sont nécessaires à l'exercice de son art. Ça veut dire que le code de déontologie tient déjà compte que nous devons avoir une médecine de qualité. Et maintenant, voyez-vous, nous avons le respect de l'éthique. Qu'on le veuille ou pas, c'est menacé aujourd'hui par le fait que les confrères, c'est des êtres humains. L'instinct de suivi est là. Quand vous prenez un confrère qui fait 2-3 ans sans salaire, et on vous demande de le sanctionner parce qu'il a extorqué un patient, vous allez le faire. Mais lorsque vous rentrez le soir, vous avez mal au cœur parce que vous savez que ce confrère, on ne lui a pas donné le choix. Il voulait suivre. Ce n'est pas pour justifier ce qu'il a fait, mais il voulait suivre. Ça veut dire aujourd'hui que l'ordre, s'il fonctionne très bien, en discutant avec les autorités, il peut amener les autorités à comprendre qu'aujourd'hui, la déontologie et l'éthique sont menacées par le fait que les confrères ne sont pas bien payés. C'est facile à convaincre, c'est-à-dire que les textes sont là, les autorités les ont visés avec l'arrêté du 21 juin dernier. Donc on ne peut pas le nier. Ils reconnaissent, eux, peut-être qu'ils n'ont pas lu, mais s'ils l'ont lu,
Les textes sont là, et c'est eux qui les ont signés. Donc, avec un plaidoyer, nous pensons que l'hôpital a beaucoup de sources de revenus. Et on peut aider à améliorer les revenus des confrères au niveau des hôpitaux publics et même au niveau des hôpitaux privés avec les différents directeurs. C'est juste question de discussion. Ça, c'est d'une part. Maintenant, nous avons des confrères qui sont simplement sans emploi. C'est vrai que les tests actuels prévoient qu'il faudrait 5 années d'expérience, soit dans un hôpital public ou privé, pour pouvoir s'installer en clientèle privée. Mais dans notre projet, nous comptons ne pas tenir compte de ces 5 ans. Nous avons dit, si nous voulons respecter les tests aveuglement, nous allons dos au mur. Et cela s'applique également. Parce que récemment, on a vu un reportage de la BBC qui montre des jeunes médecins comme qui sont déjà installés au Sénégal. Vous trouvez normal que nous souffrons pour former les gens pendant 7 ans et parce qu'ils ne sont pas intégrés, parce qu'il faut attendre 5 ans pour travailler, ils se retrouvent au Sénégal? Ce n'est pas juste. Nous pensons que notre nation doit faire quelque chose pour arrêter cela. Et c'est pour ça que nous avons proposé le système qui consiste à organiser un test d'aptitude. Ça veut dire que nous allons faire un test d'aptitude qui est de très bonne qualité, qui est sélectif. Et les confrères qui ont le niveau, qui le passent, quelle que soit leur ancienneté, nous allons les encadrer pour qu'ils s'installent en clientèle privée. Et nous allons organiser par ailleurs des équipes de supervision en leur confiant un cahier de charges. Ça veut dire que lorsque vous passez votre test, vous le passez par rapport à certains actes et certaines compétences. Ceux que vous échouez ne font pas partie de votre cahier de charges. Mais ce que vous avez montré, vous êtes capable de faire, on le met dans votre cahier de charges et il y a une équipe de supervision qui passe pour veiller à ce que vous ne débordez pas votre cahier de charges. Nous pensons que ça peut se faire. Et d'ailleurs, nous avons fait une comparaison, même si ce n'est pas toujours raison, mais c'est que les médecins fonctionnaires qui sont parallèlement formés aux médecins qui ne sont pas fonctionnaires, quand ils sortent des écoles, on les affecte directement. Là où nous étions à Somolumo, le médecin qui nous a remplacé, c'est juste pour lui faire un petit bonsoir, docteur Urich, il sortait tout droit de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université Yaoundé 1. Nous, on a été revus de nos fonctions et c'est lui qui nous a remplacés. Mais ça n'a gêné personne et il a été affecté par le ministère de la Santé publique. Comment peut-on dire qu'un médecin, parce qu'il est fonctionnaire, il vient de sortir de l'école, il n'a pas d'expérience, lui il peut gérer un centre médical d'arrondissement. Et qu'on dise qu'un confrère qui vient de sortir ne peut pas gérer un cabinet dans une ville comme Douala ou Yaoundé, ce n'est pas juste. Et nous croyons que c'est juste question de plaidoyer. Les autorités ne peuvent pas refuser une telle initiative. Et d'autant plus que le but, c'est de permettre à ces confrères de s'installer dans les endroits où il y a les déserts médicaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une carte sanitaire. Les Camerounais ont besoin de médecins partout. Et les gens ne s'y installent pas. Et nous pensons aujourd'hui que l'ordre peut, avec le gouvernement et certains partenaires au développement, trouver des moyens incitatifs pour pousser les confrères à s'installer dans ces endroits et les accompagner. Et nous pensons que nous allons limiter cette fuite de cerveau qui est en train de s'organiser au niveau du corps médical. Est-ce que quelque part, ceux qui ont mis cette barrière-là n'ont pas aussi raison? Parce qu'aujourd'hui, la formation est un peu querellée, la formation et même l'exercice. Il se dit aujourd'hui que la formation, depuis l'ouverture, la formation est un peu dégradée et donc l'exercice sur le terrain n'est pas toujours ce qu'il doit être. Et on a des cas qui, selon certains, je ne suis pas médecin pour savoir si ici il y a erreur médicale ou pas, mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que vous avez beaucoup de flèches tendues vers vous, les médecins. Nous sommes d'accord. Mais là, je m'adresse à l'enseignant. Non, nous sommes d'accord, mais nous pensons que la solution, ce n'est pas en exigeant le nombre d'années. Oui. Parce qu'en réalité, croyez-nous, il y a des médecins qui viennent de sortir, qui sont bien plus brillants que ceux qui sont depuis 10 ans. Et c'est pour ça que vous voyez des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils ne tiennent pas compte de là où vous venez. Ils ont mis des textes. Ça veut dire que vous voulez exercer comme médecin aux États-Unis, que vous venez du Soudan, du Cameroun, du Nigeria, vous passez un examen. Si vous le réussissez, on vous donne votre droit d'exercer. C'est ce que nous proposons. C'est-à-dire que pour nous, le diplôme universitaire ne devrait plus donner l'autorisation d'exercer au Cameroun, même pour les fonctionnaires. Ça veut dire que quand vous sortez faculté de médecine, vous êtes devenu diplômé, vous ne venez pas vous inscrire à l'ordre. Vous passez un test d'aptitude. Et ce test d'aptitude doit être assez solide, assez robuste, assez équilibré et assez objectif pour que lorsqu'on le passe, ce soit une preuve manifeste qu'on a des compétences pour travailler. Et il faudrait que l'examen soit encadré pour qu'il soit transparent, pour que les gens ne se livrent pas à la tricherie. Donc nous pensons que ce n'est pas en donnant le nombre d'années, parce que si vous demandez à quelqu'un de faire 5 ans, et qu'il passe 5 ans à faire de la boulangerie et du champ, parce qu'aujourd'hui, ce que d'autres confrères le font, ça veut dire qu'ils sont fonctionnaires, mais ils font d'autres affaires. Et au bout de 5 ans, bien le contraire, il ne va pas apprendre.
il va plutôt méprendre. Donc en réalité, nous pensons que 5 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre un système de formation continue et un système d'évaluation qui permet de jauger le niveau réel des médecins. Et ceux qui ont le niveau, donnons-leur la chance de travailler même s'ils sont jeunes. Mais ça, c'est ceux qui sont des produits finis. Je veux dire, la formation même, c'est-à-dire que les 7 ans sont déjà, posent déjà problème pour certains. Déjà qu'aujourd'hui, ils entrent à l'école de plus en plus jeunes. Oui. Quand on arrive souvent dans les hôpitaux, quand on se rend compte que est-ce que c'est ce monsieur qui va s'occuper de moi? Parfois, le malade, il est un peu... non, il commence à avoir peur. Non, et jusque-là, je dis, beaucoup décrit la formation. Nous sommes d'accord. Nous sommes en train de vous expliquer que l'ordre a la chance d'être à la porte de sortie. Oui. Vous savez, les gens peuvent faire le désordre. C'est un peu comme un policier qui a réussi à cerner la porte de sortie des brigands. Ils sont très calmes. Très souvent, vous les entendez commencer à dire que vous n'avez pas d'autre choix, déposez vos rendez-vous, ainsi de suite. C'est la même chose. Ça veut dire que l'ordre, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent à l'université. Ça, c'est notre département ministériel. Oui. Bien sûr, l'ordre doit essayer d'accompagner, de faire des propositions. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons proposé une commission scientifique dans notre projet. Mais en réalité, l'ordre est à la porte de sortie. Ça veut dire que les gens peuvent produire tout ce qu'ils veulent à l'enseignement supérieur. Mais si nous avons un ordre fort et sérieux, nous ne prendrons que les méritants. Et cela, si les gens savent, parce qu'en réalité aujourd'hui tout le monde sait que lorsqu'on sort, on est inscrit à l'ordre. Mais si les jeunes confrères ou bien les jeunes futurs confrères qui sont étudiants savent aujourd'hui le niveau du test d'aptitude qui les attend à l'enregistrement à l'ordre national des médecins, croyez-moi, on n'aura pas besoin de dire aux gens de se discipliner. C'est parce que peut-être à la porte de sortie, les gens observent un certain laisser-aller. Et encore plus, ce que nous proposons, c'est une forme de révélation continue. En réalité, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec notre projet... C'est pas une inscription... Oui, à vie. Ouais. C'est ce qui se fait dans notre pays. Nous le proposons. On ne va pas être aussi radical que dans notre pays, mais c'est l'idéal vers lequel nous voulons aller. Ça veut dire qu'il faudrait aujourd'hui que quand vous êtes médecin, quand vous pose un certain nombre de formations obligatoires, si vous ne les validez pas, on remet en question votre inscription. Donc en réalité, le but c'est de monter le niveau. Et croyez-moi, lorsque les gens savent ce qu'ils attendent à la fin, ils s'ajustent. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est parce que peut-être l'inscription automatique, ça veut dire que vous venez, votre diplôme... Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas de problème déjà au niveau de l'inscription? Quand on a les avocats, ils font un examen. Est-ce qu'ici, il ne faut pas aussi revoir, faire peut-être une... Non, il y a un examen qu'on appelle l'épreuve classante nationale. Oui. Mais sauf que cet examen est contrôlé par le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, étant enseignant, nous pouvons dire que les enseignants ont des objectifs. Oui. Et l'ordre national de médecins a ses objectifs. Ça veut dire que nous, enseignants, on voudrait avoir des étudiants qui terminent le cursus. Maintenant, quels sont les moyens que les gens mettent? Ça, c'est notre débat. Mais l'ordre a besoin des médecins qui vont soigner en toute sérénité et sécurité les patients. Donc, le débat est totalement différent. Ça veut dire qu'à l'université, on veut des docteurs en médecine. À l'ordre, on veut de bons praticiens. Ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, laissons l'université faire son travail. Mais ceux qui sont à l'université, lorsqu'ils vont savoir que nous, à l'ordre, ce qu'on veut, c'est des bons praticiens, croyez-moi, ils vont s'ajuster. Les médecins camerounais font tout ce qu'ils font ici, les étudiants ainsi de suite. Mais quand ils préparent le USLMI qu'on fait aux États-Unis ou bien le PLAB en Angleterre, mais croyez-moi, les gens se métamorphosent. Et ils ont des scores que personne ne pouvait imaginer. En réalité, c'est parce que si nous ne mettons pas la barre haute, vous allez avoir l'impression qu'il y a un laisser-aller. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, on se plaint des médecins camerounais. Allez dans tous les pays au monde. Les meilleurs médecins étrangers, c'est les Camerounais et les Nigérians. Comment est-ce que c'est le fait de prendre l'avion que les métamorphoses? Non, nous restons les mêmes, mais sauf que c'est les conditions et la discipline autour qui fait qu'on peut avoir un certain laisser-aller et ailleurs avoir les gens qui sont exigeants. Croyez-moi, j'ai eu la chance de travailler en France, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le système est fait du genre que même pour aller envoyer une lettre à la poste, vous vous excusez au pire de votre hiérarchie. Vous vous rassurez que derrière, il y a quelqu'un qui veille. Donc nous pensons que c'est juste des conditions. Ce n'est pas parce que, tel qu'on explique, je pense que peut-être le problème est mal abordé. Mettons, soyons rigoureux, et surtout l'ordre a cette chance-là d'être à la porte de sortie pour pouvoir discipliner les uns les autres. Alors, j'ai failli dire maître. Docteur Basson, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel message passer déjà aux médecins, à votre tutelle et même à vos amis candidats pour qu'on sorte
pour que votre profession soit redorée, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on commence à se poser des questions sur les médecins. Ils sont médecins, mais ils sont plus malades que nous. Non, vous aurez le temps de vous poser la question sur les médecins, parce que les médecins sont des gens assez brillants et c'est peut-être même pour cela qu'ils n'ont pas prêté attention à des détails qui n'étaient pas purement du domaine médical. Ça, c'est carrément de la loi. Donc, pour cela, nous pensons, nous pouvons les excuser par rapport à ça. Maintenant, nous allons commencer par rapport aux confrères, les médecins. Ce que nous voulons dire, c'est que, vous savez, on a perdu un confrère récemment et ça aurait été un tort de ne pas présenter toutes les condoléances à sa famille, le docteur Isomba, qui est décédé, il a ici à Douala récemment. Et il est décédé dans un hôpital camerounais. En fait, c'est pour dire que nous sommes comme ces ingénieurs du travaux publics qui construisent des routes qu'ils emprunteront demain. Cela veut dire que si vous savez que l'opérateur de Caterpillar en question est le meilleur, mais vous vous dites non, je préfère l'opérateur qui est mon ami, je préfère l'opérateur qui est mon frère, je préfère l'opérateur qui est peut-être mon beau-frère. Demain, lorsque la route sera terminée, la qualité n'est pas bonne, et que vous empruntez la route, lorsque vous aurez l'accident, vous serez devant votre âme et conscience. Ouais. En fait, c'est pour dire aux médecins, ne l'oublions pas. L'ordre régule la profession médicale. Et ces médecins, leur formation, leur exercice, ils s'occupent de nos frères au village, de nos parents, de nos épouses qui vont accoucher dans nos hôpitaux, de nous-mêmes lorsque nous sommes frappés par une maladie subite, même ceux qui pensent qu'ils peuvent se faire évacuer. Parfois, les urgences n'attendent pas. D'ailleurs, récemment, on a perdu un membre du gouvernement dans nos hôpitaux. En fait, donc c'est pour dire, et ce n'est pas les moyens d'évacuation qui manquaient. En fait, c'est pour dire que l'élection de l'ordre, c'est d'abord l'élection pour nous-mêmes. En réalité, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. Nous l'avons parlé de notre histoire familiale, mais personnellement, nous avons les moyens pour nous faire évacuer. Et demain, nous voudrons que si nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital, quand on trouve un hôpital qui a des protocoles où les gens font ce qui doit se faire, comme on a vu faire ailleurs. Donc, nous pensons que les gens devraient s'approprier, les médecins devraient s'approprier cette élection et savoir que c'est d'abord pour se protéger eux-mêmes, parce qu'ils sont les futurs médecins de demain, les futurs patients de demain, pour protéger leur famille, pour protéger les proches. Donc, en réalité, il faudrait aller à l'élection et participer en toute objectivité. Il ne faudrait pas laisser se faire envahir par l'émotion, le chantage, la manipulation des uns et des autres. Que même si cette manipulation viendrait de moi, ne vous laissez pas affecter. Il faudrait rester objectif et élire le meilleur candidat et vous impliquer au maximum pour qu'on ait un plus grand nombre de confrères qui participent. Ça, c'est pour les médecins. Maintenant, par rapport aux confrères, nous comprenons que les ambitions personnelles sont quelque chose de légitime. Et donc, si quelqu'un aspire à être président, c'est tout à fait normal. Mais parfois, vous savez, il faut penser à l'intérêt général. Ça veut dire que chacun se regarde. Et si nous aimons cette profession, laissons des bonnes règles prévaloir. C'est tout ce que nous disons. C'est-à-dire que les gens sont libres d'être candidats. Ils sont libres de faire leur campagne. Mais laissons des bonnes règles prévaloir. Ça veut dire que moi, en tant que candidat, je dis aujourd'hui, chers confrères, votez le meilleur candidat en votre âme et conscience. Et nous voudrons que ce message-là, chaque candidat puisse le dire. Il ne faut pas aller dire notre message derrière, que non, lui n'est pas comme ça, non, il est jeune, non, non. C'est-à-dire que, disons aux confrères, vous nous connaissez tous les 7. Élisez celui que vous pensez qui porte le mieux les aspirations des médecins. C'est ce que nous disons, c'est-à-dire que c'est le discours que nous voulons que nous tous nous puissions tenir. Et qu'à la fin de demain, quel que soit le vainqueur, que nous puissions nous aligner derrière lui pour le soutenir, pour l'aider, développer, parce que dans tous les cas, nous avons dit, nous n'allons pas nous soigner ailleurs. Certains sont même propriétaires de formations privées, donc ils ont besoin d'un ordre qui est bien fonctionnel pour qu'ils commencent à continuer à être épanouis dans leur exercice en clientèle privée. Et finalement, aux autorités, ce que nous voulons dire, c'est que on peut avoir un penchant pour un candidat. C'est tout à fait une liberté, parce que dans tous les cas, les autorités, ils ont un cœur. Et on ne va pas empêcher un cœur de battre à gauche et à droite. Et nous disons, comme nous l'avons dit pour les médecins, laissons l'objectivité prévaloir, parce qu'on ne peut pas parler d'émergence si le capital humain n'est pas en sécurité. Il faudrait que les gens aujourd'hui sachent aujourd'hui que l'espérance de vie des médecins dépend de la façon que l'Ordre national des médecins fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pourraient se retrouver veuves demain, des hommes qui pourraient se retrouver veuves, des enfants qui pourraient devenir orphelins demain parce que l'ordre a mal fonctionné. Ça, il faut qu'on sache que, ça veut dire qu'un État, c'est lui qui est garant
de la sécurité sur tous les plans des populations. Donc aujourd'hui, est-ce que le candidat qu'on aime pourrait vraiment assurer cette mission à perfection? Puisque nous sommes là pour protéger les populations, en restant objectif, nous pensons qu'il faudrait donner la place à celui qu'on pense qu'il est le meilleur. Et la seule façon de le faire, c'est d'ouvrir les règles du jeu. Laisser les médecins faire le choix, parce qu'on passe au moins 7 ans ensemble, en formation. Et supposer qu'on ne se connaît pas, c'est pas vrai, on se connaît très bien. Donc, laissons les règles du jeu être claires et transparentes, comme le président de la République a dit. Et les règles de sérénité. Et permettez-moi de revenir, parce que si je ne le fais pas, ce serait un tort. C'est pour les autorités. Les procurations. 80% de fausses procurations, on n'en a pas besoin. À moins de trouver un moyen pour s'assurer qu'elles sont authentiques. Autrement, on se serait servi d'un instrument de fraude connu par tous et on n'aura que le résultat d'une élection frauduleuse. Merci, Dr Pierre-Yves Basson, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est nous qui vous remercions pour cette invitation. Ce fut un honneur, merci beaucoup. On espère que tout sera clair très bientôt. Espérons-le. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.